Monsieur le ministre des Affaires étrangères, merci d'être à nouveau avec nous cette année. Lorsque j'ai eu le privilège de vous interviewer l'année dernière sur cette même scène, tout le monde a commenté par la suite qu'il ne vous connaissait pas vraiment auparavant. Il vous connaissait comme personnalité. Il vous connaissait de réputation, mais il ne vous connaissait pas en tant que personne ni en tant que leader. Merci d'être revenu. Et surtout, merci pour tout ce que vous avez fait au cours de l'année écoulée. En tant que ministre des Affaires étrangères, pour ceux qui suivent Elliot Friedman, il fait un excellent travail d'information. Mais il va partir en Amérique maintenant. Oui, ce que nous suivons de vos activités dépasse en fait l'entendement. Kola Kolokavod, bienvenue. Merci beaucoup, merci. Parlons d'abord du Liban. Donc, le Liban n'a jamais vraiment eu la paix avec Israël, même s'il existe une relation historique. Vous pouvez en parler. Le Hezbollah a pris le contrôle. Tout a changé. Il est dit, selon les rapports, qu'Israël cherche une entente avec le Liban. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre vision? Qu'est-ce qui est possible? En fait, nous avions un accord de paix avec le Liban signé en 1983. Peu de temps après, Bachir Joumayel a été assassiné lorsque nous avons commencé ces discussions à Washington, D.C. avec le Liban. J'ai demandé à voir et j'ai vu l'accord de paix précédent des années 80. Il était vraiment bon en fait. Il n'y avait pas grand-chose à changer. Mais la vérité, c'est que notre problème, ce n'est pas le Liban. Je veux dire, nous pourrions avoir quelques petits différends frontaliers qui peuvent être facilement résolus. Le problème reste pour le Hezbollah, pour le Liban et pour Israël. Le Hezbollah est le principal obstacle pour l'indépendance et la souveraineté future du Liban, ainsi que pour la sécurité d'Israël. C'est donc un défi commun. D'habitude, on entend des déclarations, j'entends des déclarations dans la communauté internationale disant qu'Israël viole la souveraineté du Liban. Ce n'est pas la vérité. Le Hezbollah viole la souveraineté du Liban. L'Iran viole la souveraineté du Liban. Le ministre des Affaires étrangères du Liban a décidé d'expulser l'ambassadeur iranien de Beyrouth il y a quelques mois. Cela n'est jamais arrivé. Parce que la vérité, et peu de gens le disent, c'est que le Liban est sous occupation iranienne, indirectement par le Hezbollah, mais c'est bien une occupation. Sur le sol libanais, il y a une armée plus forte que l'armée libanaise, c'est le Hezbollah. Et c'est là le problème central et le problème commun. Et j'espère qu'avec les discussions qui se tiendront aujourd'hui à Washington, D.C., nous pourrons, sur cette base commune, construire un avenir commun. Une question de suivi concernant le Liban. Alors, Israël répond de manière appropriée aux attaques du Hezbollah, qui tuent nos soldats et portent atteinte à la souveraineté ici en Israël. Quand Israël répond, c'est Israël qui fait ce qu'il est obligé de faire pour défendre son peuple. Comment voyez-vous, comment ressentez-vous le fait que des gens dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, disent de ne pas le faire? Tout d'abord, pour être clair, nous avons accepté le cessez-le-feu actuel. Nous avons dit clairement que nous le respecterons, à moins que l'autre partie ne le viole. Alors nous devrons nous défendre, c'est clair. Mais presque tout le monde manque de contexte. Le contexte, c'est que nous nous sommes complètement retirés du Liban il y a 26 ans, en l'an 2000, et Ehud Barak était le Premier ministre. Nous nous sommes retirés jusqu'à la ligne bleue. Depuis 26 ans, nous subissions des attaques depuis le sol libanais.
Nous avons eu d'énormes quantités de roquettes, de missiles et de drones depuis le début de cette guerre le 28 février depuis le Liban. Ce n'est pas nous qui avons commencé cela. Le Hezbollah a déclenché cela. Et autant qu'ils nous ont rejoints le 8 octobre 2023 après que le Hamas nous a attaqués, ils ont rejoint. Donc, je ne pense pas qu'il existe un autre pays au monde qui accepterait des attaques venant d'un territoire voisin contre ses citoyens. Et nous ne pouvons pas non plus. Permettez-moi de passer à l'Union européenne. Vous avez été un ministre des Affaires étrangères très actif, voyageant, recevant, invitant, communiquant et critiquant. Tout récemment, vous avez adopté une position très ferme envers un gouvernement de l'Union européenne et certains de ses représentants. Dites-nous ce que vous pensez de l'avenir des relations entre l'Union européenne et Israël et pourquoi vous avez adopté la position ferme que vous avez prise récemment. Tout d'abord, nous avons eu hier et aujourd'hui la visite réussie de l'un des commissaires de l'Union européenne, le commissaire Switzer. Euh, Elle est la commissaire chargée de la Méditerranée. Et nous avons eu des discussions très bonnes, ouvertes et honnêtes avec elle. La décision que j'ai prise jeudi dernier n'était pas contre l'Union européenne. Elle visait un commissaire en particulier qui a déclaré qu'Israël est un État d'apartheid. Et je lui ai demandé en privé de faire quelque chose à ce sujet une semaine auparavant. Elle n'avait pas répondu. Et elle pourrait dire « Je n'ai pas dit ça ». Elle aurait pu dire « Je ne voulais pas dire ça ». Elle aurait pu dire « Je prends mes distances avec ces mots ». Mais je ne pense pas que lorsque ce genre d'accusation est porté contre Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient dont les citoyens arabes jouissent de droits complets et égaux. Je ne pense pas que moi, en tant que ministre des Affaires étrangères de cet État, je puisse rester silencieux et agir comme si c'était légitime de dire cela contre mon pays. Et donc, je n'avais pas le choix. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Personnellement, je préfère toujours le dialogue, pour des choses spécifiques, Euh, Pendant un certain temps, j'ai eu un bon dialogue avec ce haut représentant aux affaires étrangères, mais nous devons aussi, en tant que pays, fixer des lignes rouges. Et il y a une autre chose que je veux souligner, et je l'ai dit hier lors de la réunion. Nous sommes pour un dialogue, nous sommes prêts. Nous d'ailleurs, nous avons l'habitude d'essuyer des critiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais un dialogue n'est pas que l'autre partie puisse nous dicter des positions politiques, surtout lorsqu'elles sont liées à notre propre euh, intérêts nationaux fondamentaux. Là, nous devons défendre nos intérêts et nous tenir fermement sur nos positions. Et je crois que si telle est l'approche, et je peux dire que c'était au moins l'approche de la réunion d'hier, nous pouvons trouver un terrain d'entente. Nous sommes intéressés. Je ne pense pas que ce soit euh, dans l'intérêt de l'UE de ne pas avoir de bonnes relations avec Israël. Ils n'ont pas de meilleurs euh, euh, amis dans cette région qui partagent leurs valeurs et leurs intérêts. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas faire cela. Euh, Vous ne pouvez pas faire cela en acceptant la position de l'autre camp. Il faut que ce soit une bonne discussion, une discussion honnête. Mais quand il s'agit de notre... par exemple, je vais donner un exemple.
Ils disent que les colonies sont illégales. Ils ne sont pas seuls, mais ils l'affirment, c'est leur avis. Nous disons que ce n'est pas vrai. Et nous avons, je pense, des arguments juridiques valables qui partent de la déclaration Balfour. Mais je ne pense pas qu'il y ait une autre nation sur cette planète qui soit meilleure, de meilleures preuves documentées de son droit sur sa terre que le peuple juif. Et ils ont un désaccord à ce sujet avec tous les gouvernements d'Israël depuis 1967, car tous les gouvernements d'Israël depuis 1967, lorsque nous avons libéré cette partie de notre terre et aussi notre capitale, une partie de notre capitale était pour ce droit fondamental que nous puissions vivre partout. Et comment le mettre en œuvre? C'est une autre question à laquelle notre gouvernement doit toujours réfléchir. Quelle est la meilleure façon de le mettre en œuvre? Mais nous avons ce droit. Et peu importe ce que feront les autres nations, cela ne sera pas changé par aucun futur gouvernement en Israël. Et ce gouvernement actuel n'est pas une exception. Merci. Passons à l'Amérique latine. Comment voyez-vous l'avenir et comment interprétez-vous la victoire électorale d'un candidat pro-israélien à la présidence en Colombie? Le président élu de la Colombie est un grand ami d'Israël et du peuple juif. Je le connais personnellement. Je l'ai rencontré il y a environ 6 mois à Buenos Aires. Il sera également un bon allié pour les États-Unis d'Amérique. C'est tout le contraire du président actuel. Mais une chose, donc je suis sûr que je l'ai invité à Jérusalem pour venir même avant son investiture qui aura lieu le 7 août. Et j'espère qu'il viendra en Israël même avant son investiture. Et je suis sûr que nous sommes devant notre meilleure période pour nos relations avec la Colombie. Mais le tableau complet est encore plus encourageant quand on voit ce qui s'est passé lors des élections au Pérou, au Honduras, au Chili, en Bolivie. Je parle seulement de l'année dernière. Euh, Aussi les élections parlementaires en Argentine. Je veux dire, le changement va dans la bonne direction. Et j'ai défini cette année 2026 pour mon ministère comme l'année de l'Amérique latine. Et nous allons beaucoup y investir, nous y travaillons déjà, mais nous investirons beaucoup plus afin de renforcer nos relations. Et nous le faisons euh, avec le même intérêt que nos amis américains, pour qui l'hémisphère occidental est essentiel dans leur doctrine de sécurité nationale. Et pour nous, cela peut être un continent extrêmement amical, et je crois que ce sera le cas dans les prochaines années. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous méritez des compliments pour avoir résisté à la diabolisation d'Israël, pour avoir protégé sa bonne réputation dans le monde entier et pour ne pas avoir toléré la calomnie. En partie, pensez-vous que la raison pour laquelle on vous écoute est aussi parce que vous tendez la main aux gouvernements du monde entier, que vous les accueillez à Jérusalem, que vous les rencontrez personnellement, que vous allez les voir et même que vous ouvrez des ambassades et des consulats? Eh bien, dans ce domaine, il faut être proactif. Je pourrais consacrer tout mon temps uniquement à bloquer les initiatives contre Israël, ce que je fais habituellement. Mais il faut voir comment vous progressez sur certains fronts, même dans les moments les plus difficiles. Si je prends deux des points que vous avez mentionnés, nous avions, lorsque je suis entré au ministère, 5 ambassades à Jérusalem. Aujourd'hui, nous en avons 8. Il ne me reste que quelques mois, mais mon objectif est d'en avoir 10
de doubler le nombre d'ambassades à Jérusalem d'ici la fin de mon mandat. Et je sais déjà quels seront les 2 prochains pays. Deuxièmement, pour toucher davantage de pays, j'ai déjà ouvert 4 ambassades, de nouvelles ambassades en Moldavie, en Estonie, en Zambie, aux Fidji. La prochaine ambassade sera ouverte dans 2 mois en Slovénie. Donc, même en cette période très difficile, nous élargissons notre rayonnement et nos relations. Et nous avons beaucoup de pays. Pour être franc, je dois choisir parce que beaucoup de pays veulent qu'Israël ouvre des ambassades. Et j'ai bien sûr, chaque gouvernement sait que les ressources sont toujours limitées. Il faut choisir, mais j'ai plusieurs pays candidats et nous avons de bons pays avec lesquels travailler. Et même en ces temps extrêmement difficiles, nous faisons des progrès dans de nombreux domaines. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous vous remercions tous pour votre engagement, mais aussi pour votre leadership. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur, c'est un privilège pour moi de servir mon pays en ces temps difficiles.